bonjour, vous êtes sur la chaîne de l'Apocalypse. Vous ne me suivez pas beaucoup jusqu'à présent, mais l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Peut-on croire encore à la spiritualité vivante? Peut-on croire que les choses s'incarnent à un niveau spirituel sur Terre dans la création? Le romanesque, nous considérons les films, les œuvres, mais nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour arriver à travailler la patte de la vie et de la création, pour essayer de raccorder nos violons, de faire en sorte que les idées purement imaginaires puissent s'incarner. Il en est de même du discours messianique. Beaucoup de théoriciens, beaucoup d'abstractions, mais quand faisons-nous l'effort de rentrer dans le vivant? Telle est la problématique de la spiritualité incarnée ou vivante. Voilà, alors, de décider de créer une chaîne sur l'Apocalypse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre dans l'idée d'une révélation spirituelle. Et je considère qu'elle est en rapport avec les discours eschatologiques qui ont été élaborés par d'autres théologiens. Donc, j'ai écrit un livre sur Amazon, Apocalypse, Vision des temps. Vous pourrez le trouver là. Il y a 4 topos qui ont été faits jusqu'à présent sur le jugement général par rapport à ma chaîne là que j'ai développée sur YouTube. Le premier a envisagé l'état du jardin, l'état des lieux, en sachant que dans la Genèse, l'homme est au sommet de la pyramide vivant et qu'il a été donné le statut d'être dominant sur la terre par rapport aux autres créatures, les animaux, les oiseaux ou encore les poissons. Ensuite, la deuxième topo parlait des rapports hommes et femmes. Rapide synthèse de l'évolution à partir du code Hammurabi. Hammurabi étant le roi de Babylone, un roi de Babylone dont on a découvert un code qui renvoie au droit, au premier droit écrit, rédigé par les hommes dans le cadre de grandes cités telles que Babylone. Donc, ce premier volet sur ce code de droit portait sur la vie conjugale. Quelle était la vision des Semouro-Acadiens de la vie conjugale de la femme, de l'épouse, de l'époux, du père, de la mère. Ensuite, le troisième volet tapo portait sur les maîtres esclaves autour de la valeur fondatrice donc, de l'esclavage, qui est donc la terre. Le code Hammurabi a aussi développé un certain nombre de règles dans le droit. Et on peut considérer que dans ce code, il y a une vision, une signature morale qui ressort sur les rapports tels qu'ils sont engagés, c'est-à-dire, considérons-nous de favoriser le droit du plus fort, le droit du plus faible, la protection va vers qui? Bon, vous vous en doutez sans doute. Voilà, alors j'ai quand même réalisé plusieurs topos sur ce jugement général de Babylone la Grande. Maintenant j'en suis, j'estime, au 4e point, les rapports hommes et animaux. Et là je quitte le code Hammurabi parce qu'il ne l'évoque pas assez, mais je reviens sur la Genèse, où l'homme est donc, je rappelle, replacé sur la pyramide du vivant. Alors les animaux, l'histoire de l'homme et des animaux. D'abord l'homme et la faune sauvage, le tableau général de notre évolution dans les grandes lignes. Au début de la civilisation, on observe une séparation de la nature et de la cité. À partir de quand la civilisation s'est construite en dehors de l'homme primitif? L'homme primitif est un chasseur-cueilleur. Dès qu'il rentre dans le monde des cités, il devient guerrier-agriculteur. Cette sédentarisation de l'homme est nécessaire pour créer les cités et elle serait donc liée avec l'invention de l'agriculture comme nous le savons à partir de 10 000 ans avant Jésus-Christ. D'où la naissance de l'élevage. Mais qu'en est-il de la faune sauvage et de son rapport? Que doit-on dire? La caste des guerriers et la noblesse se sont arrogés le droit de faire de la chasse à partir du 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'avec les mouvements révolutionnaires, on observe une émancipation du peuple et de là se développe l'essor de la chasse à un niveau plus démocratique, avec élargissement à la base donc de son champ d'activité. Que constate-t-on aussi au 19e siècle? C'est qu'il y a la création de premiers grands parcs naturels, comme le parc Yosemite Grant 1864 aux États-Unis ou le parc Yellowstone en 1872. Et il y a aussi, en France par exemple, nous sommes beaucoup plus tardifs, 20e siècle, 1967, premier parc national régional sous Charles de Gaulle. Le 21e siècle,
que nous abordons aujourd'hui est quand même marqué par ce scandale énorme qui est le massacre de la faune sauvage. Et pourtant, on apprend que le trafic des espèces s'est développé tout au long du XXe siècle, avec la formation et l'essor des réseaux de braconnage. Quelques chiffres à l'appui, qui deviennent de plus en plus connus pour beaucoup d'entre nous. Proceedings of the National Academy of Science est un organisme qui a fait état de la disparition des espèces et il noterait un rythme très fort à partir du XXe siècle, 100 fois plus de disparition d'espèces par rapport à d'autres périodes. Donc, entre 1970 et 2014, on parle d'une chute de 60% de la population des animaux mammifères, selon WWF. Entre 1970 et 2012, une chute de 49% pour les animaux marins, selon toujours WWF. Alors qu'en fait, nous n'aurions réussi à explorer que 5% des océans, qui occupent 70% de la superficie de l'eau. Mais cette plongée date des années 50, à peu près, avec l'invention du scaphandre autonome par Cousteau et Gagnan, qui ouvre la voie donc des premiers reportages de la faune marine. De toute façon, faune sauvage, faune marine, cette exploration dépendait étroitement de l'invention de la caméra, qui est la pierre angulaire des reportages. Alors voilà, il faut savoir donc que nous nous ouvrons à l'exploration de la faune sauvage et faune maritime depuis peu de temps. Pour les lanceurs d'alerte et militants qui sont nés dans la cause animale dans cette période, c'est eux qui ont rendu public, d'une façon ou d'une autre, grâce à leurs travaux, ce massacre. Or, pour prendre des exemples, il y en a plusieurs et je ne vais pas m'étaler sur beaucoup, juste prendre quelques exemples. Dian Fossey, les gorilles du Rwanda, en 1980, elle est considérée comme la plus grande chercheuse mondiale reconnue pour l'étude des gorilles, avec un film qui retrace son parcours, Gorille dans la brume, que tous doivent connaître. On voit qu'au départ, elle avait été sollicitée pour faire des travaux de recensement et que sur place, une fois qu'elle établit son camp, elle découvre qu'il y a des braconniers qui posent des pièges et qui tuent beaucoup de gorilles. Vous connaissez le film, vous connaissez peut-être moins le fait qu'en 1920, le braconnage avait été considéré comme illégal sur le territoire du Rwanda et que pourtant, Diane arrive sur place, elle ignore certainement tout de ce contexte légal et elle arrive 60 ans plus tard, tout en démontrant au fond que les autorités n'arrêtent personne ou ne sanctionnent personne. Voilà, pour l'exemple de Dian Fossey qui est quand même tragique, il faut bien le dire, parce que cette tragédie est double. C'est à la fois celle des gorilles et c'est à la fois celle du lanceur et du militant. Un deuxième exemple que je prendrai, c'est celui donc de l'écosystème de Leuser. L'écosystème de Leuser, vous ne connaissez peut-être pas. C'est un écosystème qui est le 3e mondial après l'Amazonie et le Zaïre. Or, il faut savoir que l'UNEP considère que 80% au siècle dernier des forêts originelles ont été abattues, ce qui est encore un chiffre énorme. Avec la FAO, on a entre 1990 et 2014 un autre chiffre qui peut nous donner un aperçu. Cet abattage de masse représenterait 4 fois la superficie de l'Italie en moins. Sur une période donc, qui ne comprend pas le XXe siècle, 90 à 2014, sur 25 ans à peu près. Donc, pour revenir à l'écosystème de Leuser, replacé dans ce contexte d'ensemble, celui-ci a été décrété statut de zone protégée en 1995. Pourtant, entre 2008 et 2013, il y a eu le vote d'une loi qui a permis l'occupation des sols et qui autorise des projets de mines, d'exploitation du bois, des infrastructures sur place par des compagnies, ce qui va à l'encontre donc du statut de zone protégée, l'État ne parvenant pas à mener une politique qui s'aligne et qui soit cohérente. L'essor de plantations d'huile de palme. C'est bien le problème de cet écosystème qui a favorisé la destruction importante des habitats des animaux. Alors,
Or, la question pourrait se poser, l'huile de palme est-elle nécessaire? Quand on sait tout ce qu'il y a qui sont dans le commerce, l'huile d'olive, tournesol, cocotier, l'huile d'amandier, d'argan, à proprement parler, non. D'où la problématique qui porte sur le prix des choses. À quoi accorde-t-on de la valeur et du prix? En sachant que dans cet écosystème de Leuser, il y a 4 grandes espèces d'animaux menacés qui vivent dans cette forêt. Le tigre, 97% en moins en un siècle. De 100 000, on est passé à 3200 individus en 2010. Les éléphants, une chute qui est située entre 50 à 98%. En Afrique, ils étaient 20 millions, ils sont devenus 500 000. En Asie, 100 000, ils sont passés à 45 000. Donc, pour l'Afrique, c'est une baisse de 97,5% de leur population sur les éléphants, alors qu'en Asie, c'est une baisse de 50%. Pour les rhinocéros, on parle de 95% en moins depuis le début du XXe siècle. Les orangs-outans, c'est compliqué, mais il y aurait une étude qui aurait été faite pour le recensement des orangs-outans à Bornéo. Et leur chute serait de 60% en moins entre 1950 et 2010. Donc voilà, c'est révoltant de voir que les autorités semblent, et les firmes même, les compagnies, accorder plus d'intérêt à l'huile de palme qu'à la vie même d'espèces animales qui ont été déjà lourdement massacrées. Ce n'est pas n'importe quelle catégorie d'individus, c'est ceux qui ont été très très lourdement victimes de pratiques. Donc si on continue dans cette dynamique à ne s'intéresser qu'à l'huile de palme, ça signifie que même la justice, c'est-à-dire cet esprit de l'homme qui consiste à vouloir se battre contre les bourreaux et protéger des victimes, n'a décidément aucune place dans la création au sens large, car l'Apocalypse affirme que Babylone la Grande, c'est aussi la cité de Dieu, d'un Dieu créateur et tout-puissant. Donc, quelle place de la justice? Quelle valeur lui accorde-t-on? La sacrifie-t-on au prix de quoi? De commerce qui produit de la matière et qui fait des produits comme l'huile de palme à plutôt superficiels. Il en était de même d'ailleurs pour Diane Fossé, avec les membres décharnés des gorilles, découpés qui pouvaient servir comme la main de cendrier ou de gris-gris. Franchement, quelle valeur! Bon, ensuite, les hommes et les animaux d'élevage. Le tableau général de l'évolution. Le début de la civilisation. Entre 10 000 et 1000 avant Jésus-Christ. Il y a la domestication des animaux. La liste des animaux est quand même importante. Il y a des chèvres, des moutons, des bœufs, des porcs, des poules, des poulets, des chevaux, des lapins, des oies, des canards. Et pourrions-nous dire? Il n'y a pas plus que ça. Le travail qui était fait, même si on voit beaucoup de magazines, si on lit beaucoup de magazines, si on voit surtout des reportages sur l'histoire, on ne montre pas plus que ça cette histoire-là. Pourtant, il y a eu capture des animaux replacés dans des enclos, certainement au premier, dans les bases même de la civilisation. Je ne vois pas comment on pouvait faire autrement. On les a pris de la faune sauvage pour les amener dans la civilisation et les enfermer. On a construit des poulaillers, des étables, des clapiers, des hangars, ensuite des cours. Ce qui fait que les animaux d'élevage ont longtemps été sous notre tutelle, soit dehors, soit à l'extérieur, donc soit dedans, à l'intérieur. Et ça s'est passé pour une très très grosse partie de notre histoire. En sachant aussi que les animaux ont très vite eu un usage spécialisé dans l'élevage. Ça, c'est propre de l'homme, de spécialiser une fonction de l'animal pour ses besoins propres. Alors, les moutons, les lapins et les oies servaient principalement, enfin pas que principalement d'ailleurs, ils ont servi pour le textile. Ou alors, effectivement, pour la nourriture. Les poules pour les œufs principalement, les chèvres et les vaches pour le lait, les bœufs, moutons, poulets, canards, porcs donc pour la viande, les bœufs et les chevaux aussi pour le transport et la traction comme les charrues. Au XXIe siècle, qu'observons-nous? Ce scandale du massacre des animaux d'élevage.
Il y a des œuvres, plusieurs œuvres qui ont évoqué la cause animale, dont par exemple celle de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour les animaux, qui énonce des chiffres impitoyables. 60 milliards d'animaux tués pour notre consommation, 1000 milliards de poissons. Entre 1950 et 2006, il fait état d'une hausse de la consommation de viande qui aurait été multipliée par 5, et ce sans qu'on s'en rende compte. On mange de la viande le midi, le soir. Toutes les familles françaises, allemandes, italiennes, etc. S'alignent sur ce mode de vie et ne se rendent pas forcément compte que leurs ancêtres n'étaient pas et ne mangeaient pas autant, ils n'avaient pas ce régime alimentaire. Cela se fait de génération en génération, les enfants naissent là-dedans, ils ne voient pas forcément, excepté au jour où le scandale éclate, parce qu'il y a quand même des gens qui s'en sont inquiétés, qui en ont parlé et qui ont écrit, ou encore fait des reportages. Voilà, alors cette transformation est due aux fermes-usines, transformation de la ferme traditionnelle en usine, pour augmenter la rentabilité. Alors, l'usine est devenue l'unité de base de la production dans tous les domaines, pas que l'agriculture, c'est tout ce conservé, l'automobile, le transport, la sidérurgie, le textile, etc., dans beaucoup de cas. Mais le problème, c'est que dans l'agriculture, c'est très lourd. Ça se traduit par une réalité du vivant qui est absolument abjecte et répugnante. C'est donc l'horreur. Pour les poules, alignement des cages sur 7 à 8 étages, avec inclinaison du sol pour faire rouler les œufs. Une action forte et privation de la lumière du jour. Leur durée de vie est ramenée à 1 an. Les poulets ont une durée de vie encore plus courte, 6 semaines. Ils sont concentrés dans des hangars et vivent si serrés qu'ils ne peuvent battre leurs ailes. Au milieu des déjections, 15 à 24 par mètre carré, 10 000 à 100 000 par hangar. Imaginez le niveau de concentration que c'est impressionnant. Les oies et les canards, comprimés dans des stalles, ils subissent le gavage par pompe pneumatique ou hydraulique. L'inaction et privation de leur liberté est complète. Il ne reste que 3 à 4 mois en vie. Les porcs sont entassés dans des stalles. Alors, plutôt pour les truies, parce que les truies sont replacées dans des cases gestantes et les bateaux sont si serrés qu'ils ne peuvent se retourner. Les mâles, eux, vivent dans des enclos, à raison de 10 à 15 par enclos, 100 à 200 dans des salles. Le sol est en caillebotis, où il n'est pas possible de gratter ou fouiner, pas de paille ou de foin. Alors, imaginez-vous dans une inaction permanente, jour après jour, sans pouvoir rien faire, alors que les porcs sont considérés comme les animaux d'élevage qui ont le plus de facultés cognitives et sensitives. C'est pour ça qu'au moment de l'abattage, ils n'arrêtent pas de couiner, de crier, c'est très dur de les entendre, parce que précisément, il se trouve qu'après analyse, ils sont parmi les animaux d'élevage les plus élevés, voilà, dans la chaîne du vivant, et même en dépit des apparences. Alors, la durée de vie du porc est de 4 ans pour les truies, de 6 mois pour les porcs. Les vaches et les veaux sont aussi séquestrés à l'intérieur et ils ne peuvent ni marcher ni courir. La traite est automatisée, ils ont 3-4 vélages par vache. Les veaux sont arrachés à leur mère dès le 1er au 12e jour. Alors que le sevrage, savez-vous que normalement un sevrage dans les fermes plus traditionnelles pouvait durer jusqu'à 8 mois en moyenne. Donc la durée de vie est tout aussi très courte, 5 ans pour les vaches, 5 mois pour les veaux. Le lapin est séquestré dans les cages, pas de litière ou de bâton à grignoter, 60 de petits par an. On les soumet à une insémination sur un rythme forcené, en sachant que beaucoup sont tués d'ailleurs. 70 jours, c'est la durée de vie pour les mâles, 1 an pour les femelles, comme pour les poules. Donc, l'état du corps, qu'est-ce qu'il en résulte de ces conditions de vie? Des déformations importantes. Le gavage est 10 fois plus volumineux au niveau du foie que la normale. Pour les oies et les canards, la difformité des pattes aussi. Des poules, des porcs, toujours enfermés, avec un sol qui n'est pas adapté à leurs pattes.
Donc boiterie, problème articulaire, voire fracture. Tout ça n'est jamais vérifié. Les plaies sont non soignées. Il y a des comportements cannibales entre eux parce qu'ils vivent très serrés. Donc déplumage, piquage. Ils ont des problèmes et des troubles respiratoires, cardiaques, digestifs, vomissements, nausées, augmentation du rythme cardiaque ou encore ils peuvent faire des crises et mourir. Mutilation due à l'agressivité des animaux entre eux qui a développé de nouvelles pratiques cruelles. On est vraiment dans un cercle infâme d'une pratique cruelle à une autre. Les conditions de vie dans lesquelles on les met provoquent des comportements cannibales, un comportement cannibale, et ce comportement cannibale a induit la généralisation de nouvelles pratiques cruelles. Les cornages, les pointages, la coupe de la queue, le meulage des dents, pour plusieurs de ces animaux. La France, à l'heure actuelle, il y aurait 1% des fermes-usines sur notre territoire, ce qui représenterait quand même 4413 exploitations de cet ordre. Or, même si ça ne représente pas beaucoup globalement par rapport aux fermes, mais il faut savoir que ces fermes-usines assument plus de la moitié de la production nationale. D'où la difficulté. Le rapport des hommes avec les animaux, ce n'est pas seulement... c'est très très large notre histoire et c'est très compliqué d'en faire un résumé. Mais nous avons aussi d'autres pratiques qui se sont développées. Le traitement infernal des animaux s'est généralisé dans tous les continents et touche toutes les espèces. Outre l'élevage intensif, donc il y a l'expérimentation animale. Connaissez-vous son évolution générale? Claude Bernard est le fondateur de la médecine expérimentale au XIXe siècle. Et c'est un Français, professeur de la Sorbonne. Il a remis en vigueur, ou du moins plutôt, popularisé la pratique de la vivisection. Celle-ci se pratiquait déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, chez les Grecs avec Hippocrate par exemple, ou encore chez les Romains avec Galien, 2e siècle après Jésus-Christ pour Galien. Or, ces grands médecins faisaient autorité, et ce jusqu'au Moyen-Âge, même si le Moyen-Âge s'est montré beaucoup plus précautionneux ou suspicieux, n'a pas voulu, car la chirurgie était considérée comme un acte de barbarie. Ce n'est qu'à la Renaissance qu'André, par exemple, André Vensal a réactualisé l'expérimentation animale. À partir de la Seconde Guerre mondiale, donc, cette pratique à nouveau revient sur le devant de la scène. On sait qu'au 19e, Claude Bernard avait à nouveau fait de nombreuses expériences sur les animaux pour étudier le foie, en fait tous les organes, le foie, les poumons, le cœur, etc. Mais dès la Seconde Guerre mondiale, c'est un essor généralisé. Rapidement, je vais essayer de rappeler quelques pratiques. Le swim test en 1950, on met des rongeurs dans un récipient d'eau, ils nagent jusqu'à épuisement. PETA est une association qui a dénoncé d'ailleurs ces tests. Le test de Dresse, 1944, test oculaire sur des lapins où on injecte alors des produits cosmétiques ou des produits sanitaires. Quand on va dans un centre commercial, on a un vague aperçu du nombre de produits par rayon qui sont destinés à l'hygiène du corps, aux besoins sanitaires de l'homme, ou alors aux cosmétiques. Et imaginez que chacun de ces produits, avant d'être commercialisé, a dû passer par des tests sur les animaux. Ce serait impressionnant quand même, mais ce n'est pas possible à imaginer. On ne pourrait que l'entrevoir. Quoi qu'il en soit, les tests oculaires sur les lapins brûlent leur rétine. La javel, par exemple, imaginez si c'est la javel qu'on leur injecte, mais ça doit brûler, ça doit faire très très mal. L'aveuglement, purullement, plaie ouverte, les yeux, c'est un organe sensible très important. Donc on leur enlève dans les douleurs les plus abjectes. Il y a aussi eu d'autres tests dans les années 50, comme le test de l'impuissance apprise. À Harvard, en 1953, jusqu'à une quarantaine de chiens qui ont été enfermés dans des compartiments où on leur a administré jusqu'à une centaine de chocs électriques. Le test sur la dystrophie musculaire. On a injecté ce virus qui a provoqué un effondrement progressif de la masse corpulaire des animaux.
Les beagles sont des chiens qui ont été principalement soumis à ces tests, qui ont perdu peu à peu la motricité élémentaire de leurs membres, les pattes, les muscles de l'estomac, de la gorge et de la langue. Peu savent par exemple que le Téléthon a financé, où on donne de l'argent, finance les tests sur la dystrophie musculaire, et ce pendant très longtemps. Les tests sur le cerveau, singes, chats, sur lesquels on a greffé des appareils sur leur crâne avec des implants, des pastilles qui connectées à des machines envoyaient des chocs électriques. Imaginez votre cerveau constamment soumis à une impulsion électrique, presque à peine audible, c'est presque... voilà. Mais bon, c'est ce qui s'est produit. En dépit de la règle des 3 R, qui a été votée en 1959 pour remplacer soi-disant les animaux par des méthodes de substitution. Et en dépit aussi de quelques actions de militants qui ne sont au fond dans cette affaire que des lanceurs d'alerte. Et c'est ça qui est terrible, parce que certains ont risqué leur vie pour aller délivrer des animaux dans des laboratoires et dont on ne parle jamais, comme Rod Coronado, Henri Spira. Deuxièmement, il y a les animaux victimes de l'industrie de divertissement. Les parcs aquatiques. En 1861, il y aurait eu une première tentative de maintenir en captivité des cétacés. Alors c'est une structure appelée l'American Museum du cirque Barnum, où il y aurait les premières expositions de belugas, 1861. La création de Marineland date du XXe siècle, 1948, celle de SeaWorld, 1959, 10 ans plus tard. Les dauphins, les orgues, les belugas, les marsouins sont maintenus en captivité, dans des bassins bien trop petits pour leurs besoins, ça on s'en doute. Maintenant, on sait moins que le dauphin, normalement à l'état de nature, fait 100 km par jour. On sait moins que l'orque, c'est 160 km par jour. Donc les bassins principal du Marineland, par exemple, qui est de 64 mètres, c'est vraiment très petit. C'est une toute petite cage pour des orques là, qui sont condamnés, même des dauphins, à tourner en rond indéfiniment, et ça doit être une souffrance pour eux de ne pas pouvoir circuler, vagabonder. C'est comme les mettre à l'étroit pour les truies dans les élevages intensifs qui ne peuvent pas se retourner. Enfin, tout ça est très très violent sur le comportement et le traitement des animaux. Les delphinariums sont des mouroirs stériles, des prisons, comme beaucoup. Les cirques. Ensuite, les cirques. En 1768, Philippe Ashley est un cavalier anglais qui aurait eu l'idée de monter un spectacle avec des numéros de dressage et de voltige équestre. Bon, il était loin d'imaginer ce que ça allait devenir, ça je le pense bien. Mais au 19e siècle, encore une fois, essor et démocratisation des cirques. Apparition de chapiteaux aux USA, les cirques ambulants. C'est des troupes qui vont de ville en ville, qui sont nomades aux États-Unis. Pas loin des États-Unis, la France, entre 1840 et 1850, on estime que c'est l'âge d'or du cirque. Savez-vous par exemple que l'un des principaux cirques reconnus à cette période-là s'appelait le cirque Napoléon et qu'il a ensuite été baptisé le cirque d'hiver, son fondateur étant Louis de Jean. Le cirque se caractérise par une combinaison d'éléments disparates, lions, chevaux, ours, éléphants, clowns, funambules, magiciens, artistes humains comme animaux sont réunis dans un seul lieu et qui donne lieu à un spectacle. En 1970, on aurait dit qu'il y aurait eu un renouvellement du cirque, mais pour quelle raison? Parce que ce spectacle était conçu à la base comme une succession de numéros, sans lien entre eux, alors que là, on aurait évolué vers une seule histoire. Seulement, moi je dis problème, car on a fait quid des questions animales, même en 1970. Donc, en termes de renouvellement, la corrida, autre pratique qui s'est développée dans l'industrie du divertissement. Ses origines remonteraient à la culture gréco-romaine, car on utilisait déjà des taureaux dans des événements de type religieux ou alors associés au pouvoir, à la monarchie. C'est surtout en Espagne qu'elle s'est développée au XVIe siècle. Et on peut voir que la corrida entre le XVIIIe et le XXe siècle
On a une exportation de la corrida dans tous les pays, tellement que c'est implanté en Amérique du Sud, Équateur, Colombie, Venezuela, Mexique, ou encore dans le sud de la France. Autrement dit, comme pour le reste, les laboratoires, les expérimentations, les fermes-usines, à chaque fois on assiste à une sorte de... On commence par petit, un pays, par exemple les États-Unis ou encore l'Espagne, et puis on grossit, à tel point que ça devient une généralisation et que tous les pays s'y mettent. Les animaux domestiques. Les animaux domestiques. Que dire des animaux domestiques en effet? Pendant longtemps, ils ont vécu à notre rocher sans que de toute façon, il n'y ait aucune règle. Ça, Peter Singer, Libération animale, 1974, l'a déjà stipulé. Il a dénoncé le vide légal qui a frappé malheureusement les animaux. Car ce vide légal n'empêche pas les mauvais traitements. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'ils sont mieux traités, au contraire. Du coup, il avait dénoncé par ailleurs cette situation qui font que les animaux, pendant très longtemps, eh bien, ils vivent sous la coupe d'un maître. Celui-ci est bon, tant mieux pour eux. Celui-ci est mauvais, tant pis pour eux. Et personne ne s'en préoccupe. Et tout le monde s'en fiche. Et on ne va pas critiquer ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre. Donc, on ne le sait jamais. Il n'y a pas de droit. De droit au service de leur protection. Donc, le chien ou le chat, il faut le savoir, là, les pratiques ancestrales faisaient l'objet d'un don de maître à maître. Et parfois, il était trouvé et on l'adoptait. Jamais il n'y avait papier à faire. Ce don n'est donc pas lucratif, comme on l'a vu. Et comme on l'a, encore une fois, à partir des années 50, vu se développer avec l'élevage intensif des animaux canins, qui se fait sur un mode productiviste et où le chien est considéré donc comme une marchandise. Les chiens, donc, on voit des images désormais rapportées par des associations sur le net, 30 millions d'ennemis, SPA ou autres. Les chiens vivent dans des enclos surpeuplés, au milieu des déjections, même s'il est vrai qu'il peut y avoir des éleveurs plus précautionneux, ce n'est pas ce qu'on rapporte. Et on voit beaucoup d'entre eux qui sont maltraités. Faut savoir certainement que cette condition des animaux et l'animal marchandise, objet d'un commerce productiviste, a dû favoriser la hausse des abandons. Quand on voit sur 30 millions d'amis qui parlent de 10% de plus d'abandons en 2016 par rapport à l'année précédente, pendant l'été, c'est que certainement cette hausse des abandons est due au fait que les gens achètent comme ça un animal, un chiot, ils s'en occupent quelque temps, et puis après, au gré des déménagements, de leur propre échec personnel, une perte d'emploi, une déception amoureuse, un divorce ou quoi que ce soit, eh bien l'animal trinque, transfert de frustration avec agression, la théorie de John Dillard, sur les boucs émissaires, c'est que c'est eux qui peuvent faire l'objet premier des abandons. Alors, seulement, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que ces animaux domestiques ont quand même été les premiers à être pris en compte. Fondation des premières associations pour les animaux. C'est la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, qui a été fondée en 1824 en Angleterre, alors que la SPA date de 1845. C'est les premières associations de cause animale, même si elles ne se disaient pas comme étant intégrées dans une forme de cause. Il s'agissait simplement de récupérer des animaux abandonnés, errants, et de les mettre dans des refuges avec des bénévoles. Déjà, on sollicite des bénévoles, les gens qui travaillent d'une certaine façon parce qu'ils consacrent du temps et de l'énergie sans recevoir de salaire pour s'occuper d'eux. Or, l'essor de ces élevages canins a fait a provoqué la hausse des abandons, comme je le dis. Et ce qui fait que ces refuges-là, qui ont été créés au XIXe siècle, de plus en plus ont subi une sorte de saturation. Pourquoi? Parce que même s'ils deviennent plus modernes dans leur infrastructure, même s'ils accueillent davantage de bénévoles parce qu'ils deviennent plus populaires, il faut comprendre que si les abandons se multiplient, il y a des chiens à recueillir, des chats à recueillir,
mais il y a un élargissement à la base du profit des animaux qui sont maltraités. Ces associations, d'ailleurs 30 millions d'animaux SPA, parfois vont jusque dans les élevages désormais pour essayer d'en retirer quelques-uns. Et donc ce qui fait qu'il y a des rongeurs, des animaux, des chevaux, etc. Tout ce petit monde doit faire l'objet d'une attention, d'une occupation. Alors c'est compliqué. Plus la maltraitance augmente par le chiffre et le nombre, plus il y a de risques pour ces mêmes associations de se retrouver sous un poids comme noyées, écrasées par le nombre d'animaux à s'occuper. Campagne de stérilisation et de castration des animaux dans les rues, ça c'est une nouvelle mission qu'ils se sont engagés à faire depuis peu, parce qu'ils doivent se rendre compte que rien qu'en interne au niveau des refuges, c'est pas suffisant. Alors voilà, le tour d'horizon, il est difficile, il est compliqué, parce qu'il y a énormément d'animaux et que notre histoire est très longue. Et là, je suis fait un topo très... c'est une synthèse, mais ça vous permet certainement, si vous écoutez, de vous éclairer sur le sujet. Que peut dire en conclusion? L'histoire de l'homme avec les animaux est basée sur l'ignorance, l'indifférence et la violence. En effet, le développement des pratiques cruelles comme la traque, la torture, la capture et la mise à mort ont été largement dominantes. La chasse, la pêche, le braconnage, l'élevage, rappelons-le, hein, on les capture, on les enferme, et c'est pour notre profit qu'on utilise les animaux comme nourriture, comme objet, pour fabriquer la nourriture, pour fabriquer des couvertures, des vêtements. Les corridas encore font l'objet d'un divertissement, d'un simple divertissement, mais qu'est-ce qu'une corrida au niveau d'un animal mis à mort, qui n'a aucune chance de sortie, aucune possibilité? Rappelez-vous Cabrel et sa magnifique chanson, qui essaye de se mettre dans l'état d'âme d'un taureau. Pourquoi créer des règles du jeu pour notre divertissement qui sont aussi abjectes et infâmes? Pourquoi ne pas permettre de créer davantage d'équilibre dans le rapport de force plutôt qu'un abattage de masse auquel on convie des tas de gens qui participent, qui regardent et qui applaudissent? Seulement depuis les 5 dernières décennies, toutefois, il y a eu une émergence de nouvelles activités, telles les reportages animaliers. Des branches scientifiques comme l'éthologie, la primatologie se sont développées. La science médicale, les vétérinaires. Les associations de la cause animale aussi, bien qu'il y en avait encore un peu plus dès le 19e siècle. C'est quand même un essor assez intéressant ou important du nombre d'associations qui militent donc pour leurs droits et leur protection. Or, paradoxe aussi, c'est que dans cette même période, il y a eu un renforcement vertigineux des pratiques cruelles avec l'essor surtout des fermes-usines. Et c'est un chiffre vertigineux que de considérer qu'il y a des milliards qui ont été entassés, confinés, abattus, surtout que ne croyons pas que ce soit que la mort, car c'est un cycle de mort et de vie qui est frénétique, avec des inséminations répétées. Au XXIe siècle, ce scandale éclate, mais en même temps, qu'observons-nous? Il y a un déluge des catastrophes naturelles, car l'agriculture intensive, pour rappeler Mathieu Ricard et d'autres scientifiques, est la première cause du réchauffement climatique, avec les déforestations, la pollution de l'eau et de l'air qu'il a engendré. Et on ne le dit pas assez, le gaspillage de l'eau qui provoque des tarissements et l'essor des déserts. L'agriculture intensive serait-elle à l'origine de la fin des temps avec le déluge des catastrophes, étant donné que l'Apocalypse parle de la colère de Dieu qui doit provoquer la chute de Babylone la Grande? Voilà, ce que je veux dire, c'est que si la fin des temps a lieu, imaginez un peu le tableau des rapports de l'homme à l'animal. L'histoire humaine, on se demande qu'est-ce que l'homme? Mais qu'est-ce que l'homme par rapport aux autres créatures? Qu'est-ce qu'il a développé? Quel relationnel? Et si ça se termine, notre histoire? Si là, c'est la fin des temps, faudra-t-il qu'on en reste à ce tableau-là? Bon, voilà. J'espère que vous m'avez suivi. Et je vous dis à la prochaine. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 « 」